Merci d'avoir accepté que je vienne présenter LCS Code. Bon, j'ai déjà rencontré certains d'entre vous, mais là, je vois qu'il y a quand même pas mal de monde dans le chat, donc je vais me présenter moi. Donc moi, je suis Peva Blanchard. Je suis un des cofondateurs de Clays Technologies, donc une boîte d'IT en Suisse. Originellement, mon background, c'était plutôt je viens du monde académique. Je faisais de la recherche en informatique, on va dire théorique, dominance fortement en mathématiques. Et voilà, et depuis, donc j'ai quitté le monde académique. Aujourd'hui, je travaille chez Clays Technologies sur des sujets, bon, on va dire d'architecture IT en général, mais plus précisément, on essaie de développer des produits digitaux qui nous plaisent. Voilà. Et donc LCS Code est un peu voilà, c'est un peu une aventure issue de tout ça. Et puis je vais essayer de vous présenter. Donc euh, déjà, bon, alors je vois pas le chat parce que là je présente les slides. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Si je vois que ça l'explication prendrait trop de temps, je reporterai à la fin. Voilà, mais n'hésitez pas à les poser en cours de route. Et puis cette présentation, alors il y a quelques slides pour présenter un petit peu les concepts. Euh, et après ce sera voilà une démonstration de qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on essaye de faire, qu'est-ce qu'on prévoit de faire ensuite. Euh, donc LC as Code, qu'est-ce que c'est? Bon, j'ai supposé que j'avais une audience assez généraliste. Euh, euh, Normalement, les développeurs devraient comprendre assez facilement, mais je vais quand même revenir un peu sur les concepts de base de ce que c'est que cette approche as Code et pourquoi on a eu cette idée. Euh, Donc, pour la petite histoire, nous chez Clays Technologies, donc ça va faire 5 ans qu'on existe, et puis on est rentré un peu dans le monde de la sustainability, on va dire, il y a 4 ans, via un partenariat avec donc l'entreprise Quantis, qui fait de la CV. Voilà, donc on avait collaboré sur un outil SaaS qui s'appelle EcoPack, et du coup c'était enfin, ça a été un peu notre porte d'entrée dans le monde de l'analyse du cycle de vie. Donc c'est quelque chose qu'on connaissait pas avant. Et depuis, on a continué de travailler un peu sur ces sujets, puis on s'est vite confronté au problème de la gestion des données, les données d'impact, les règles d'allocation, comment on les organise, et toute la complexité qui va avec. Et, euh, et du coup, ce qu'on a observé dans les grandes lignes, c'est que voilà, il y a avec la régulation puis la conscience générale du grand public sur les questions environnementales qui augmentent, peut-être pas assez vite, mais qui augmentent quand même. Il y a de plus en plus d'intérêt à voilà essayer de comprendre les impacts environnementaux de tel ou tel produit. Donc on essaye d'en faire plus souvent, en essayant de combiner plusieurs sources de données, de collaborer avec toujours plus d'experts. Euh, donc il y a une trend voilà d'essayer d'en faire plus. Ceci dit, en faire plus, juste faire plus, c'est assez simple. Il suffit de faire n'importe quoi. La difficulté, c'est qu'on veut en faire plus, mais on veut que ce soit correct. Et donc correct, ça veut dire d'une part robuste, c'est-à-dire les résultats sont corrects, reproductibles, peu sensibles aux petites erreurs. C'est déjà un premier point. On veut aussi que ce soit flexible, c'est-à-dire qu'on va imaginer des modèles, donc des règles d'allocation, mais peut-être qu'à un moment donné, on voudra changer d'avis, on voudrait que ce soit simple à réparer ou bien à faire évoluer, voilà, soit pour raffiner encore un peu plus une analyse ou juste pas. En fait, c'était pas la bonne option, donc on souhaite la corriger. Donc ça, c'est la flexibilité. Et l'autre point, c'est la fiabilité. Donc là, c'est est-ce qu'on peut faire confiance aux résultats qui sont produits. Et ici, on a des choses comme est-ce que la méthodologie est transparente, accessible, est-ce que les sources de données sont fiables, quelle est la chaîne de confiance, est-ce qu'on peut remonter la chaîne de confiance, tracer l'origine de toutes les données qu'on utilise, etc. Et
Et du coup, ben c'est voilà, c'est un peu la réunion de ces deux souhaits, quoi, d'essayer d'en faire, voilà, faire toujours plus d'analyse, mais en garantissant quand même des propriétés de robustesse, flexibilité et fiabilité. Ben c'est cette réunion qui est en fait compliquée. Faire à l'échelle de manière correcte, reproductible et fiable, voilà, c'est un peu le challenge. Euh, et du coup, bah, nous, on a rencontré ça assez concrètement en fait, puisqu'on a développé en interne, c'était un outil enfin une plateforme de données, gestion de la donnée, différentes bases de données de facteurs d'impact, donc EcoInvent, et puis d'autres bases custom, où voilà, on a dû bah, euh, remodéliser des parties, relancer des calculs. Donc on a eu une expérience assez hands-on du sujet. Et, euh, et voilà. Donc le problème nous est apparu et en fait on a eu ce réflexe un peu informatique de se dire bah en fait ce souci là, de passer à l'échelle et d'assurer la correction de ce qu'on fait, c'est quelque chose qui en informatique est très connu. Donc les systèmes d'exploitation qui tournent sur les téléphones mobiles sont déployés sur des milliards de téléphones mobiles. Et pourtant, ça marche à peu près. Euh, Internet, ça marche à peu près. Et du coup, bah, pourquoi ça marche? Parce qu'en fait, bah, dans le domaine de l'IT, on s'est doté de pratiques de développement et d'outils, d'approches, de principes qui ont permis de faire face à cette complexité. Et donc notre angle, c'est, bah, on va essayer de reprendre un peu les principes qu'on connaît dans le développement informatique et puis essayer de l'appliquer à la modélisation en analyse du cycle de vie. Et un premier grand principe, euh, ça va être de séparer d'un côté ce qu'on va appeler le modèle et d'un autre la donnée. Donc, par exemple, de manière un peu informelle, je parler de modèle, ça va être aussi méthodologie ou des règles d'allocation. Enfin, en gros, c'est tout ce qui constitue, en général, ce sur quoi les ACVistes se disputent. Donc voilà, on va modéliser tel système énergétique ou tel produit, l'irrigation dans un champ, etc. Puis on va se poser la question de l'unité fonctionnelle, et puis on va se dire, bah, tiens, en fait, telle quantité devrait être allouée de telle manière. Enfin, toutes ces règles-là, en fait, c'est vraiment ce qu'on appelle le modèle. Et ensuite, ce modèle va s'appuyer sur des données. On va, par exemple, aller collecter les données, euh, aller voir les fermiers dans les champs pour leur demander combien de glyphosate ils utilisent, combien d'irrigation, et faire des mesures. Et en fait, ces données vont venir ensuite alimenter le modèle ou le méthodo, machin, et pour produire des analyses, des résultats d'analyse qu'on va pouvoir triturer, donc les envisager de telle manière, les retourner, etc. Et en fait, en informatique en tout cas, c'est assez important de séparer les deux choses, donc le modèle d'un côté et puis les données, parce que en fait, ce sont deux choses différentes et qui ont un cycle de vie différent. Donc le modèle, c'est l'endroit où les experts tout, comment dire, tout le cœur de la recherche sur méthodo, ACV, on va venir réfléchir à cet endroit-là et ce modèle va évoluer d'une certaine manière et ce finalement indépendamment des données. Les données, ils ont leur cycle de vie propre. Ça, déjà en général, ça coûte plus cher d'accéder à la donnée puisque voilà, si je dois organiser une enquête, une campagne de collecte d'informations sur les champs de maïs en Amérique du Sud, bah voilà, il va falloir y aller. Donc euh, Donc nous, on a essayé d'incarner ce principe de manière assez forte, au sens où on s'est intéressé à la partie de gauche, le modèle paramétré, et on a créé un langage de programmation, euh, ou plus précisément, c'est plutôt un langage de description, où chaque KCVIS va pouvoir décrire ses modèles dans un langage qui est, on l'espère, naturel pour les experts en ACV. Donc là, vous voyez un exemple. Ici, je suis en train de décrire un processus machine virtuelle.
qui a un certain ensemble de paramètres, voilà, une quantité de RAM, une quantité de storage, une quantité de RAM interne, etc. Donc ce processus, il produit 1 heure de quelque chose, donc 1 heure de VM. Et pour produire cette heure de VM, il a besoin de tant de RAM d'une certaine pool de RAM, tant de storage d'une certaine pool de storage et 1 heure de workload d'une ressource workload interne. Euh, En général, donc c'est un peu ce que les experts dessinent au tableau, hein. Donc c'est des boîtes avec des flèches qui rentrent, des flèches qui sortent. Et dans la plupart des outils un peu classiques de CV type CIMAPRO ou autres, finalement on dessine des boîtes et puis on les connecte entre elles d'une certaine manière. Nous, on a pris l'option, enfin, comment dire, c'est un parti pris. On a pris l'option textuelle, c'est-à-dire de décrire ces fichiers, d'écrire ces modèles à l'aide de fichiers texte. Donc, c'est cette fameuse approche ASCODE. Et pourquoi on le fait? Ben donc cette approche ASCODE, c'est quelque chose euh, qui est repris aussi de la culture informatique. Parce qu'en fait, l'approche textuelle va permettre voilà, d'utiliser tout un tas d'outils de collaboration modernes, de systèmes de contrôle de version, d'historique, type Git. Ça va permettre aussi d'avoir un seul endroit partagé, parce que c'est tout simple de partager des fichiers texte. Donc une seule source de vérité à laquelle on va pouvoir se référer. Pour lire un fichier texte, il n'y a pas besoin d'outils particuliers, il faut juste enfin, n'importe quel notepad ou autre permet d'accéder. Donc, oui, un caractère ouvert fort avec l'approche textuelle. Et voilà. Ensuite, bon, il y a d'autres propriétés de l'approche ASCODE, je vous montrerai plus tard. Voilà, en tout cas, nous, voilà, on a proposé ce langage de description simplifié, et on va décrire les modèles avec. Euh, on n'a pas choisi un langage, enfin, on a fait un langage spécifique, un domaine spécifique language. C'est tout à fait possible de faire dans un langage un peu plus généraliste, type Python ou autre. La difficulté, c'est que dans Python, c'est général, donc on peut faire beaucoup plus de choses. Mais du coup, on peut aussi faire plus de bêtises. Et puis finalement, on se trouve à gérer pas mal de plomberies qui viennent un peu encombrer la lecture de finalement voilà, du point de vue ACV, quelle est la règle qu'on est en train de décrire ici. Donc le choix d'un langage spécifique, ça permet d'être beaucoup plus clair. Ici, on a 1 heure de VM, ça consomme tant. Je suis pas, il n'y a pas de détails sur comment je dois faire la somme, comment je dois faire le contrôle des unités, etc. Du coup, dans l'approche qu'on a, je vous montrerai un peu juste après, finalement, comment on imagine que les gens souhaitent voilà, maintenir une base de données, enfin, une base de modèles ACV, une base de méthodos, c'est un peu comme du développement. Donc, on a ces fichiers LCA qui vont décrire des process qui vont être connectés entre eux, qui vont vivre leur propre vie, qu'on va pouvoir sur lesquels on va pouvoir discuter, amender d'une certaine manière, qu'on va pouvoir aussi tester, puisque l'avantage du fichier texte, c'est que du coup c'est un côté immutable et du coup on peut runner des tests dessus et puis vérifier que ce qui est écrit produit des résultats qu'on espère, et ce de manière automatisée, et du coup d'entrer dans ces pratiques de développement itératif de j'ai un modèle, je vérifie qu'il fait ce qu'il faut, j'inclus ce test dans une suite de tests, et puis j'itère et j'améliore, je raffine, et quand quelque chose casse, je m'en rends compte assez vite. Et ces modèles vont pouvoir ensuite être déployés, alors soit dans un service servi par une API, soit juste appliqué à un certain jeu de données pour voilà fournir des résultats dans une situation concrète particulière. Ça je verrai après. Donc voilà pour les grands principes. Est-ce qu'il y a déjà peut-être des questions avant que je passe au plus spécifique et concret? Ok. Alors,
Donc concrètement, donc qu'est-ce qu'on a produit? Donc LCS Code. Donc il y a un repo ouvert. Donc là vous voyez le lien sur GitHub. Donc ce repo, dans ce repo, il y a plusieurs choses. Il y a bon, une librairie Kotlin, open source, qui va permettre voilà, de lire et d'interpréter les modèles dont je vous parlais. On a aussi un CLI, donc un outil en ligne de commande pour voilà, lancer l'assessment, enfin les calculs d'empreinte, calculs d'impact et un peu plus. Et donc ces outils voilà, sont disponibles sur le repo. Euh, on a aussi un plugin IntelliJ donc qui permet en fait de faciliter l'interaction avec le code. Donc on va avoir la coloration syntaxique, du check d'erreur, assez simple, la navigation, un peu tout ce qu'on attend d'un éditeur assez moderne. Et celui-ci voilà, est également disponible. Euh, ouais, ce que je vais faire, c'est passer directement à la démonstration. Tac. Alors, ouais, je vais passer un petit peu, voilà, montrer un peu différentes fonctionnalités, le langage, le CLI, le plugin, un peu tout ce qu'on peut faire avec. Et je vais commencer par des choses assez simples. Donc là, ce que vous voyez, c'est un process, bon, évidemment très simplifié de cuisson de pain, hein, donc un process de boulangerie. On voit qu'il a voilà, un paramètre quantité de sel de 30 grammes. Et finalement, ce que ce processus explique, c'est que pour fournir 1 kilo de pain, on a besoin d'1 kilo de farine et puis une certaine quantité de sel. Euh, et ensuite, voilà, dans l'IDE, enfin dans le plugin, là, je peux lancer l'assessment de ce truc-là. J'ai différents résultats ici, puis on va voir que voilà, pour 1 kilo de pain, si je lance le truc, on va retrouver 1 kilo de farine et puis mes 30 grammes de sel. Donc là, c'est un truc assez simple, donc le process paramétré. Euh, donc ça, c'est un peu, on peut imaginer ça comme un processus un peu fondamental. Je peux avoir un autre processus, donc voilà, je voudrais faire un sandwich. Donc j'ai un autre process, produire des sandwichs, qui va fournir voilà, 5 sandwichs. Et pour 5 sandwichs, j'ai besoin de 1 kilo de pain avec un peu moins de sel, donc 20 grammes de sel. Donc là, on a une syntaxe pour appeler un process avec un certain nombre de paramètres. Et du coup, si je lance l'évaluation puis que je regarde un peu tout ce qui sort, voilà, je sais que j'ai mes 5 sandwichs, j'ai demandé 5 sandwichs. Du coup, j'ai 1 kilo de pain et du coup, j'ai 1 kilo de farine, pas transitivité, on va dire, et 20 grammes de sel. Donc là, c'est une version, voilà, c'est un peu le principe tout simple de comment je branche des process entre eux, avec une particularité que nos process sont paramétrés et donc je peux tout à fait euh, concevoir un process avec les bons jeux de paramètres et puis l'utiliser d'une certaine manière. Ce côté process paramétré, ça évite par exemple d'avoir 5 process avec 5 valeurs de quantité de sel différentes. Là, on essaye d'avoir une petite abstraction pour éviter la duplication de modèles. Donc cet exemple, c'est pas hyper apparent, on peut très très vite, enfin assez rapidement simplifier les processus. Euh, une autre fonctionnalité du langage que vous voyez ici, et qui paraît, bon, c'est une inspiration de mon informatique, c'est qu'on peut écrire des tests. Euh, Aujourd'hui, les tests sont assez simples, on va juste vérifier les ordres de grandeur. Donc là, on se dit, tiens, j'ai un test bake, 1 kilo de pain du process bake avec 10 grammes de farine. J'ai envie de vérifier l'ordre de grandeur, que la quantité de sel, par exemple, est bien entre 10 grammes et 10 grammes. Là, c'est assez simple. Et ensuite, donc, je peux évaluer le test, il passe à vert. Si j'avais fait une autre valeur,
Voilà, le test est rouge. Euh, Ce genre de test de check d'ordre de grandeur, ça c'est quelque chose qu'on a vu enfin, dans la pratique qui fait de manière très très courante. Souvent il va y avoir des feuilles Excel, des calculs qui sont faits, puis on va avoir un expert qui va venir regarder, puis essayer de voilà regarder les résultats et par son expertise évaluer si oui ou non c'est quelque chose de cohérent ou en tout cas pas aberrant. Voilà. La différence ici, c'est que ces tests-là sont écrits et une fois qu'ils sont écrits, ils sont toujours là et du coup, je peux toujours les rejouer de manière automatique. En tout cas, à chaque fois que je fais une modification, tiens, je peux vérifier que les tests que j'ai écrits sont toujours valides. Et du coup, là, on voit quelque chose de particulier, c'est qu'on peut capitaliser en fait sur les tests qu'on a déjà écrits. Chose qui, avec un expert, ça coûte beaucoup plus puisque je serais obligé de lui redemander ah bah tiens, est-ce que tu peux vérifier ça, 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 ça et ça et ça. Et voilà. Dans cet exemple-là, bon, voilà, j'ai que deux tests au total. Deux tests, c'est peut-être pas très parce que j'en ai un qui bouge. C'est pas très parlant, mais dans les projets informatiques, c'est assez courant d'avoir des centaines, voire des milliers de tests qui tournent. Et ça va venir finalement constituer un filet de sécurité qui vont nous rassurer. Ça va pas prouver que les modèles sont correctement implémentés, mais qui vont venir nous rassurer quant à leur correction. Euh, Au passage, là, vous voyez un autre choix assez fort aussi dans le langage, c'est que toutes les quantités que vous voyez ici, elles ont des unités, et ces unités sont contraignantes. Donc, par exemple, ici, j'ai un process qui produit des sandwichs, qui va fournir 5 pièces de sandwich, qui va consommer 1 kilo de pain. Si ici, je me trompe et que je dis 1 litre de pain, et là, j'ai un check qui me dit, tiens, là, ça marche pas parce que le process bake fournit une masse de pain, alors que là, je viens de demander un volume de pain, et donc c'est pas correct. Euh, Par contre, si je fais par exemple 1000 grammes de pain, alors là, ça marche parce qu'en fait, gramme et kilogramme sont même des unités qui ont les mêmes dimensions. Et donc là, il n'y a pas de souci, il va même faire la conversion tout seul. Voilà. Donc ce problème donc ça c'est une autre technique issue du langage de programmation, c'est de contraindre un peu les valeurs, d'utiliser des sortes de types pour pour éviter de faire des erreurs d'unité, puisque voilà, nous on l'a vu aussi en pratique que dans les feuilles Excel, les erreurs d'unité sont extrêmement courantes. Voilà. Donc là, déjà avec deux fonctionnalités un peu simples, en tout cas à l'usage, donc des tests et puis du check d'unité, on élimine quand même un sacré paquet d'erreurs qu'on pourrait faire si on le faisait à la main dans, dans des outils un peu comme Excel. Euh, Voilà. Ensuite, sur l'IDE, vous voyez qu'on a un peu de correction, coloration syntaxique. Et je peux naviguer. Voilà, si je laisse la souris au-dessus d'un truc, j'ai une petite boîte qui s'affiche avec des informations sur d'où vient le process. Je peux cliquer sur un process pour naviguer vers le process en question. Cliquer sur une unité pour venir voir les unités qui existent. Donc là, au passage, vous voyez que ça sont des unités de la librairie standard, mais en fait chacun peut décrire les unités qu'il veut, peut en rajouter s'il faut, etc. Euh, Ensuite, euh, donc là je passe à une fonctionnalité un petit peu plus avancée. Donc ce qui se passe en général, donc là je l'avais dit dans la présentation, enfin dans les slides d'avant, on essaye de séparer les modèles des données. Et à un moment, il faut essayer de connecter ces modèles à ces données. Donc là, c'est quelque chose qu'on fait par exemple quand on a des documents d'inventaire. Voilà, on va avoir une feuille Excel qui va contenir l'inventaire de tel produit. Et ensuite, on va avoir nos modèles d'ACV qui vont venir lire cet inventaire pour essayer de calculer les résultats.
Et donc dans le langage, on a une notion de source de données. Donc là, vous voyez, je déclare une source de données inventaire. Ici, je suis en train de spécifier où se trouve la source de données. Donc à l'heure actuelle, on supporte que le CSV, mais c'est quelque chose qui est amené à être modifié. Ça pourrait venir soit d'autres types de fichiers, donc par exemple Excel, mais ça pourrait venir aussi d'une API externe, etc. Donc ça, c'est les évolutions qu'on imagine. Et ensuite, cette source de données, je vais toujours dans cette volonté de garantir que tout est bien correct, on va préciser un schéma. Donc on va dire que voilà, dans ce CSV, j'ai les colonnes suivantes, donc une colonne identifiant, quantité, RAM, global warming potential. Et puis je vais préciser aussi des valeurs par défaut. Et au passage, ces valeurs par défaut vont aussi renseigner le type de la colonne en question. Là, en l'occurrence, small, c'est une chaîne de, donc la colonne identifiant va contenir des chaînes de caractères. Par contre, la colonne quantité, ça va être une pièce. Donc la quantité aura un certain type qui est le type de cette unité, ou la dimension de cette unité. Par exemple, RAM, si c'est 16 Go de RAM, je pourrais pas utiliser cette chose avec autre chose que des gigas de RAM. Et ensuite, on a des primitives pour aller consulter une partie de cet inventaire. Donc là, par exemple, je peux faire un lookup. Donc je peux récupérer dans l'inventaire, en précisant avec une contrainte match, aller récupérer la ligne de l'inventaire dont l'ID est égal à small. Et une fois que j'ai cette ligne-là, je peux accéder aux autres colonnes. Donc par exemple, gros.quantity, ça va être la quantité qui apparaît dans cette ligne, GWP. Et puis une autre construction pratique, c'est qu'on va pouvoir itérer sur cet inventaire. Donc on a une primitive for each. Voilà, donc ici je vais passer sur toutes les lignes et puis je vais créer une entrée particulière, donc une quantité fois le GWP. Donc là je suis en train de dire finalement dans cet exemple-là j'ai une pool qui va produire une certaine quantité et dont les impacts est la somme de tous les impacts de l'inventaire. Alors il y a d'autres fonctionnalités du langage qui sont encore peut-être je vais te montrer celle-ci. Ouais, celle-ci, elle est. Ouais, non, celle-ci, je pense prendre un peu de temps. Ouais. Il y a encore d'autres fonctionnalités. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir des process qu'on peut paramétrer, qu'on peut connecter à des sources de données, avec une certaine forme de dynamisme, puisque chaque paramètre peut appeler les process sous-jacents avec des valeurs particulières pour leurs propres paramètres. Et on décrit finalement de manière assez générique et simplifiée un modèle qui va pouvoir s'appliquer à quantité de situations. Donc là, je vais montrer le langage et puis quelques fonctionnalités du de l'IDE. Est-ce qu'on en a une autre? Je vais te montrer ça. Donc dans l'IDE, on a d'autres visualisations. Donc par exemple, on peut visualiser les différents flows. Si je sélectionne l'indicateur GWP, voilà, j'ai une heure de ma VM qui va être découpée de telle manière qui va remonter finalement jusqu'à l'électricité. J'ai d'autres types d'analyses, une analyse par exemple hop, je le passe sur un truc plutôt ici. Ouais. On va avoir des analyses de sensibilité des paramètres. Donc ici, mon processus bake qui a un paramètre quantité de sel. Euh, quelle est son influence, quelle est l'influence de ce paramètre sur certaines quantités, par exemple la quantité de farine et la quantité de sel. Ici, vous voyez que j'ai une réponse que le paramètre quantité de sel pour le,
l'input farine a une influence de 0. Donc ça veut dire que si j'augmente de 1% ma quantité de sel, ma quantité de farine va augmenter de 0%. C'est ce qu'on voit ici, parce qu'en fait, la quantité de farine dépend pas de la quantité de sel. Tandis que si j'augmente de 1% la quantité de sel, eh ben, ma quantité de sel augmente de 1%. C'est ce qu'on voit ici. Voilà, une analyse de sensibilité. Et un dernier point démo. Donc là, je vous ai fait les démonstrations avec le plugin, parce que c'est un peu plus agréable pour naviguer, etc. Mais c'est pas nécessaire, il n'est pas nécessaire d'utiliser le plugin ou l'IDE pour interagir avec le code, puisqu'en fait on a aussi donc un outil en ligne de commande. Ça, j'ai ouvert un terminal juste en dessous. L'outil s'appelle LCAAC, donc LCA as Code, et puis je vais pouvoir demander de faire l'assessment d'une machine virtuelle, de mon process VM ici. Et ça va sortir les résultats au format CSV. Donc là, j'utilise un autre outil pour avoir de l'affichage un petit peu plus joli. Et donc là, il lance les calculs. Et finalement, j'ai ma réponse ici. Une autre commande intéressante, donc ça va être la commande trace. Donc l'assess, donc assess, ça va juste regarder les impacts, mais ça va pas donner le détail de tout l'arbre qui a été invoqué. Mais je peux, si je veux avoir un peu plus d'informations, donc avoir plutôt la trace. Donc là, on a beaucoup plus d'informations. Donc là, ce qu'on voit, c'est la première ligne, c'est un peu ce que j'ai demandé, donc 1 heure de VM. Et puis ensuite, je vais avoir les différentes colonnes, donc les différents impacts. Donc là, on voit par exemple pour GWP que j'ai 20 grammes de CO2 équivalent. Ensuite, ce qui va être intéressant, c'est que je vais aussi avoir tout l'arbre, et notamment, je peux aller voir, par exemple, tout en bas, en général, je vais avoir l'électricité, et du coup, j'ai également la quantité d'électricité totale consommée dans mon heure de VM, et les impacts qui lui correspondent. Et enfin, la dernière commande assez pratique, donc ça va être la commande test. Donc celle-ci, elle va regarder tous les tests qui existent dans le projet, puis les évaluer. Et donc là, ici, ils passent tous. Si je peux demander à m'afficher un peu plus d'informations. Là, vous voyez, ils passent tous. Ils ont tous vérifié que telle quantité était dans tel range. Donc tout va bien. Donc l'intérêt du CLI, c'est que finalement, dans les pratiques un peu DevOps, c'est pratique pour automatiser. Donc là, en l'occurrence, sur un projet, dans ma CI, j'intègre la commande test qui va runner tous les tests qui sont écrits dans le langage. Et à la moindre erreur, ma pipeline va échouer. Du coup, je serai notifié qu'il y a un souci, etc. Euh, donc voilà, ça c'était la démonstration du langage, de l'IDE, puis de l'outil. Donc, pour résumer un petit peu, donc aujourd'hui, ce qu'on a de disponible dans le repo, donc c'est la définition du langage et puis aussi un interpréteur avec ses process paramétrés, avec un peu de type checking. En termes de sources de données, on supporte aujourd'hui les fichiers CSV. En ce moment, parce qu'on est aussi partenaire avec Resilio, je suis en train de développer le connecteur pour se pencher à l'API de Resilio DB. Mais l'architecture a été pensée pour qu'on puisse rajouter des connecteurs vers d'autres sources de données. Et en termes de résultats, on a de l'analyse d'impact, de contribution, et puis une forme d'analyse de sensibilité, et puis ce mécanisme de tracing que je vous ai présenté. Et puis dans les choses un peu qu'on imagine dans le futur, avoir des systèmes de type un peu plus puissants pour contraindre encore un peu plus, avoir plus de connecteurs, et puis rajouter aussi d'autres types d'analyses
notamment l'analyse d'incertitudes. Voilà. Euh, donc sur le plugin lui-même, ben, l'IDE. Donc alors aujourd'hui sur le site, si vous allez sur lcscode.com, vous allez pouvoir télécharger un IDE standalone. Euh, L'IDE, enfin, on a aussi le, on va aussi le distribuer sous forme de plugin IntelliJ. Donc chacun pourra l'installer dans son plugin IntelliJ. Juste pour information, donc la version standalone de l'IDE, de notre côté, on va arrêter de la maintenir parce qu'en fait, voilà, pour des raisons techniques, le système de build est ultra complexe. Donc on va distribuer l'IDE plutôt sous la forme du plugin IntelliJ que chacun peut installer dans un IntelliJ Community. Euh, donc sinon, alors plus à propos du projet, puis un peu plus général. Donc bon, le repo est ici. En ce moment, on est en train de battle tester cet outil via un autre produit, enfin un autre outil donc qui s'appelle Cloud Access. Donc là qu'on utilise notamment avec on a une mission avec l'ADEME en ce moment sur une révision du PCR pour les services cloud avec Benoît qui intervient. Et l'idée c'est de rédiger les modèles du PCR dans le langage LCS Code. Et Cloud Access fournit ensuite ces modèles, enfin embarque ces modèles sous forme d'API. Donc aujourd'hui on se concentre là-dessus, qui permet de voir un peu, voilà, guider l'évolution de LCS Code. Et puis sinon, en termes de distribution, donc l'IDE standalone, on va arrêter de le fournir, on va plutôt fournir un plugin via le JetBrains Market. Et ensuite, il reste tout le temps voilà, tout un tas de petites actions sur voilà, packager un peu la distribution du CLI et d'autres choses. Euh, et puis et puis voilà. Voilà, j'ai fini ma présentation. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des réactions pour PEVA? Je Ouais. pense que ça c'est quand même. Moi j'ai une question, j'ai pas eu le temps de trop parler avec Amael la semaine dernière à Stockholm, mais j'ai juste vu son poster. J'ai pas compris en fait moi l'articulation entre Cloud Access et ce que ça livrait en fait comme bibliothèque prête à l'emploi et SCS Code. Enfin j'ai compris que SCS Code était plus du bas niveau en fait et qu'il y a une encapsulation pour des usages numériques on va dire. Enfin Ouais, ouais. Alors je vais partager. Mince. Ah, je vais repartager. Donc en fait, LCS Code, c'est vraiment, c'est surtout le langage. C'est surtout le langage et tout ce qui vient avec le langage. Euh, donc c'est-à-dire bon, la définition du langage, mais on a aussi une librairie Kotlin qui permet d'interagir avec des modèles LCS Code et de les embarquer dans une application particulière. Donc là, je vais vous montrer Cloud Access. Je le fais ici. Et du coup, dans Cloud Access, on a donc là, c'est le repo de Cloud Access. On a la librairie, on a appelé Trusted Library. Euh, Dans cette Trusted Library, on a les modèles écrits en LCS code. Euh, L'idée, c'est que voilà, cette librairie, Cloud Access c'est aussi open source, puis chacun peut vérifier puis voir quelles sont les règles, les règles qui sont utilisées. L'ambition dans Cloud Access, c'est que ces modèles-là soient soient la version exécutable de ce qui est décrit dans le PCR. Et du coup, on les met à disposition. Et puis finalement, Cloud Access en tant qu'API
Donc on a un bout de code serveur ici, mais il va pas faire grand chose en fait. Il va juste présenter des endpoints, charger les modèles écrits en LC as code, et puis à chaque requête d'API invoquer le bon modèle. Et du coup, on a aussi donc LC as code fournit un peu fournit la librairie qui permet de charger des modèles et puis de les interroger. Donc on a aussi un SDK pour interagir avec ces modèles. Donc alors c'est vrai que c'est pas une dimension sur laquelle j'ai beaucoup insisté, mais en fait LCS code via son SDK peut être intégré dans n'importe quel projet qui tourne sur la JVM, donc Kotlin, Java, voire Scala. Je sais pas si ça répond à la question. Ouais, c'est bon. Et du coup, ce qui manque, c'est l'IHM, quoi. Enfin, c'est là, fournir des API, ça répond à certaines catégories de population, on va dire. Si on veut généraliser des ACV de services numériques, comment on fait? Ouais. Alors c'est vrai, donc nous on est alors il y a nous on va s'occuper vraiment de la partie un peu bas niveau. On n'avait pas l'intention de s'adresser au grand public, donc de fournir des interfaces ou ce genre de choses. À l'origine, à l'origine, on a commencé par l'IDE, donc, essayer de fournir à des experts ACV qui doivent maintenir une grande quantité de données. Donc, les experts qu'on avait en tête, ça va être typiquement EcoInvent. Eux, ils gèrent 20 000 process, plus maintenant depuis la 3.10, je crois. Et du coup, il y a tout un pipeline, comment on organise tout ça. Et nous, on arrive avec une proposition pour ce genre de use case qu'on doit gérer, maintenir des modèles d'ACV et s'assurer de leur cohérence et que les experts soient. Donc ça, nous, finalement, on s'intéresse qu'à ce problème-là et on ne résout pas le problème de comment on va rapprocher l'ACV d'utilisateurs qui ne sont pas experts en ACV. Où là, là, ça va dépendre un peu de chaque secteur. Donc si par exemple, chez Kleist, on avait travaillé sur EcoPack, donc un outil d'ACV à destination des ingénieurs packaging, donc ceux qui fabriquent ceux qui conçoivent des emballages. L'ingénieur packaging, il n'est pas expert ACV, donc il faut comprendre un peu son métier et finalement faire un lien entre les analyses de cycle de vie et puis le métier de l'ingénieur packaging. Et donc EcoPack, là, c'est un exemple de produits dont la valeur ajoutée est surtout de faire le lien entre l'ACV et puis ce domaine-là. Tandis que là, LC as Code, ou le framework, ce qu'on fournit, n'a pas cette ambition-là. Son ambition, c'est plutôt fournir à ceux qui doivent maintenir des bases de code, de bases de modèles ACV, des outils qui permettent de simplifier, de garantir la transparence, la reproducibilité. Et ensuite, ces choses-là peuvent être intégrées à d'autres outils. Mais nous, on s'arrête là. Ouais. Alors c'est Samuel. Et du coup, j'ai une question par rapport au fait de. Donc là, si j'ai bien compris, c'est limité à Kotlin, Java, Scala. Est-ce qu'il y a des ouvertures sur d'autres langages? Alors j'ai compris qu'il y avait une API. J'imagine qu'on peut du coup avoir un endpoint. Mais je connais d'autres. On va dire, l'API Boa Vista, ça pourrait marcher, mais il y a d'autres projets où il va y avoir des contraintes fortes sur quel type d'API on va aller chercher et où c'est plutôt encouragé de le faire localement. Alors, ça Code Carbone pour l'évaluation d'impact de l'IA, Ecologits sur la Gen AI, on a un peu le même souci, on essaie de limiter au maximum le nombre d'appels à l'extérieur. Pour l'instant, il n'y en a pas et on essaie de garder comme ça. Est-ce qu'il y a un projet d'interopérabilité avec d'autres langages, JavaScript, Python, plus haut niveau peut-être? Alors, interopérabilité avec d'autres langages, donc on l'a pas dans la map. En fait, c'était une question qu'on s'était posée tout début, au tout début du projet, parce que donc le DSL, il existe, mais dans quel écosystème on le fait vivre?
Et en fait, au tout départ, on essayait de viser vraiment les experts ACV, essayer de leur fournir un IDE et pas juste des gens qui maîtrisent VI dans le terminal, ce genre de choses. Et du coup, on avait pris l'opportunité de ce que fournit JetBrains en matière de plugins, etc. Et c'est ça qui nous a orienté vers le langage Kotlin, ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, alors, on est en Kotlin. Ce serait, enfin, ce qui aurait été peut-être pertinent finalement, c'est de, de rentrer plutôt dans l'écosystème Python, puisque aujourd'hui dans tout ce qui est analyse de données, ingénierie de la donnée, ben, Python est beaucoup plus avancé. Et, euh, et sans doute, en tout cas, c'est quelque chose qu'on avait remarqué, mais pour l'instant, on n'a pas planifié. Ouais, parce que je vois que c'est des contraintes qu'on a toujours, l'aspect, regarder les unités, propager de l'incertitude. Mhm. Moi, ce que je vois aussi, c'est quand on a des ranges d'hypothèses. En Mhm. exemple, sur la méthodologie des LLM, c'est de dire GPT 3.5, c'est entre 20 milliards et 70 milliards de paramètres, par exemple. Du coup, faire le calcul Ouais, avec un range et potentiellement aussi, alors là, je vais peut-être un peu loin, mais s'assurer de la monotonie dans le range. ouais, C'est- ouais, ouais, les calculs ça peut être plus ou moins compliqué, mais de ouais, dire on est sûr que entre 20 et 70, il n'y avait pas un maximum ouais. qu'on n'a pas vu dans le range, ce genre de, on va dire, de calcul. Ouais. Et du coup, Moi, on l'a fait en Python, on a fait un proto de ça, et je vois la valeur de dire on le fait dans un framework qui garantit ce genre de choses. Donc je sais pas si ça serait l'ambition à terme, mais du coup, l'interopérabilité avec d'autres langages peut sembler importante dans ce cas. ouais. Alors il y a deux parties dans ce que tu Oui. dis là. Il y a interopérabilité avec d'autres langages et puis un peu euh, donc là tu parlais de. Alors donc si je rentre un peu plus dans comment ça marche derrière, euh, donc ce qui se passe c'est quand on appelle un process, on va générer un petit peu de manière un peu dynamique donc cette fameuse trace. Puis à la fin en fait on a un système d'équations linéaires dont les coefficients dans le cas de base sont juste des nombres, des nombres réels. Et en fait, là, ça a été pensé pour avoir finalement des coefficients à valeur dans un peu ce qu'on veut. Euh, et notamment, donc si on veut faire l'analyse d'incertitude, il suffit que ces coefficients soient à valeur dans un truc qu'on travaille avec des variables aléatoires plutôt que des valeurs réelles. Avec Ouais. les ranges, ce serait un peu différent parce que en fait, combiner les ranges, il faut s'assurer que c'est pas quand je prends une opération qui prend deux ranges, c'est le range de sortie est pas forcément f de AB et puis f du min et f du max, ce genre de choses. Je crois que c'est ce que tu voulais dire avec la monotonie. En tout cas, en interne, quoi, dans le l'architecture de l'interpréteur qu'il y a derrière, puis comment les trucs sont faits, ça on avait pensé pour imaginer ce type d'usage et même euh, les usages un peu assertifs, c'est-à-dire qu'on peut, par exemple, développer un process et puis bloquer le calcul quand on voit que en fait je suis en train de demander je sais pas, je suis en train d'invoquer le process LLM en supposant qu'il a 5 paramètres parce que finalement j'ai calculé mon nombre de paramètres, il y a une erreur quelque part. Voilà, ça devrait éclater. Donc il y a tout ce genre de choses qui est assez rigolo. En tout cas intellectuellement c'est chouette. Puis euh, dans le dans le dans le cœur de LCS Code, on a essayé d'architecter les choses pour que ce soit simple à ajouter. Maintenant, pour l'interopérabilité avec d'autres langages, donc là, la manière dont on l'imagine, c'est que donc là, c'est un DSL, donc il a un peu son univers propre, et en fait, sa frontière va plutôt être euh, les données les données en sortie, donc les résultats des calculs, ou bien les données en entrée. Donc aujourd'hui, c'est des CSV. Je sais qu'il y a Chris Mutel, que vous connaissez sans doute, qui lance un projet pour justement réfléchir à l'interopérabilité des systèmes en ACV.
où là il va plus prendre une approche sur comment on peut développer une ontologie ou en tout cas on va dire un système de nommage pour que des systèmes écrits dans des frameworks différents puissent quand même se comprendre. Donc ça, en gros, comment je peux appeler la machine virtuelle de telle version du PCR euh, qui est fournie par mettons voilà Boa Vista euh, et que finalement on arrive à se mettre d'accord sur un langage commun. Alors c'est un projet. Donc voilà, il a lancé le projet. C'est les projets d'interopérabilité, c'est toujours hyper, hyper complexe. Enfin, l'interopérabilité, c'est un problème général en informatique et c'est un peu une montagne quoi de s'y adresser. Mais en tout cas, il existe des initiatives comme ça. Ouais, merci. Enfin, j'en ai bien, j'en ai bien conscience, mais comme on s'est posé la Ouais. question et on s'est dit, mais en fait, c'est le même problème qu'on a à Code Carbone, un peu dans l'API Mm. Boa Vista et aussi dans l'autre projet, la Ecology sur les LLM. Et Mm. donc, d'essayer d'arriver à dire, est-ce qu'on peut pas arriver à donner une réponse et sur les ranges, par exemple, du coup, nous, on a pris Mm. l'hypothèse de dire, bah, on peut effectivement, on connaît les ranges potentiels. Un LLM, ça va pas avoir un nombre de paramètres négatifs ou Mm. très faibles, etc. Donc on a dit, bah, sur un range, on teste que la formule complète qui combine plein de paramètres et d'autres formules Mm. est monotone de ce point de vue de ce paramètre. Mais voilà, quand on en a plusieurs, quand on complexifie, c'est pas tout le temps le cas. Donc c'est sur cette question-là que je me posais et je me disais, bah, est-ce qu'on peut répondre alors il y a la réponse mathématique de la formule, est-ce qu'elle est vraiment monotone, mais il y a aussi peut-être la réponse en disant, on peut définir un critère, une sorte de pas sur chaque paramètre, on va dire, on va les tester Mm. et du coup on répond entre guillemets de manière probabiliste sur la monotonie, mais on sait qu'on est à peu près bon quoi en fait. C'est ça Ah. la En question. l'occurrence, pour les ranges, je pense qu'il y a des techniques, euh, par exemple, donc Monte Carlo, donc c'est souvent utilisé Ouais. pour faire l'incertitude, puisqu'on va sampler plein de points. Mais quand on est intéressé que par le range d'une valeur, c'est possible en général de prendre très peu de points. Et donc de prendre au hasard et de prendre très peu. Et ça va nous renseigner sur, par exemple, un intervalle de confiance, genre à 95% sur tiens, la médiane de la distribution de sortie, elle est dans cet intervalle. Du coup, ça donne une idée du range euh, avec des techniques d'analyse d'incertitude. Alors, je réagissais juste à une partie de la question, mais il y a ce genre Ouais, de enfin, ouais. Non, c'est un truc, je pense c'est une question qui se pose un peu quand on fait les API et tout ça. Donc, euh, il y a des solutions effectivement, mais du coup d'arriver à le généraliser un petit peu, là c'est là que ça que ça coince. ouais. Ouais. Et Et sinon, bah, l'aspect gestion des unités, etc., qui est un truc qui a de la valeur, mais donc si on le recode à chaque fois, en fait, on perd du temps. ouais. Ouais, et puis bah, après sur l'interopérabilité, bon, ma, mon attitude pessimiste, c'est que bah, en fait le le premier qui arrive à être suffisamment utile pour fédérer un peu tous les autres, bah, il a gagné. En fait, c'est un peu le combat des standards. Parce qu'en vrai, j'imagine mal qu'on utilise tous le même langage de programmation, par exemple, ou tous le même outil. Mais ça va plutôt être sur est-ce qu'on arrive à se mettre d'accord sur un format d'échange, qu'est-ce qu'on attend comme information, comment on la cherche, etc. C'est quoi la trame TCP le schéma de la trame TCP pour la CV. Et ouais, et là-dessus, j'ai pas trop de réponses. En tout cas, merci pour la présentation. Je crois que je l'ai pas dit au début, mais c'était très Ouais, intéressant. Et je pense qu'il y a cool, merci. il y a des choses à creuser peut-être ouais, avec la team outils Boa Vista. Je pense que Youn et Vincent aussi sont peut-être très intéressés par Ouais, ce truc-là. cool.